Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler des bases de la numismatique parce que je parle beaucoup de la numismatique sur cette chaîne, mais je n'ai jamais trop parlé des bases. Donc je me suis dit que faire une vidéo à ce sujet, eh bien ce serait pas mal. Je vais donc vous parler du vocabulaire le plus courant, mais également je vous parlerai de différents sujets comme les états, le grading, etc. Maintenant sur ce, si vous n'êtes toujours pas abonné, bien sûr, n'oubliez pas de le faire. Et donc on est parti pour les bases de la numismatique. Alors on va commencer déjà avec un petit peu de vocabulaire, ce qui est le plus courant dans la numismatique. Je vais pas aller trop loin non plus, je vais juste vous donner les termes qui sont les plus généraux et que l'on rencontre le plus souvent. Donc déjà on va attaquer un petit peu tout ce qui concerne les monnaies directement. Alors déjà il faut savoir que ce que l'on appelle un module, eh bien en fait c'est tout simplement une pièce et ça désigne en fait sa taille, sa forme, etc. À côté de ça, justement, si on s'attache à une monnaie, donc une pièce de monnaie, d'ailleurs on m'avait déjà demandé quelle est la différence entre une pièce de monnaie et une monnaie, bah il n'y en a pas en fait, ce sont des synonymes. Mais bref, si on s'intéresse du coup à une pièce de monnaie, vous allez voir qu'il y a évidemment dessus deux faces. Il y a ce que l'on appelle plus communément la pile et la face, ou plutôt l'avers et le revers. Alors comment faire pour savoir bien quelle face va être l'avers ou le revers? Alors c'est un petit peu simple, mais il y a quand même des exceptions. La plupart du temps, l'avers, bien ça va être là où il y a soit un personnage, donc par exemple un roi, un empereur, une impératrice, etc. Et le revers, bien c'est là où il va y avoir la valeur faciale. Voici un exemple. Ici vous avez l'avers parce que dessus vous pouvez voir l'empereur, et sur le revers, bien vous allez avoir par exemple ici des soldats. Pour les monnaies romaines, c'est relativement simple et il y a quand même assez peu d'exceptions. Après, si on s'intéresse par exemple à une pièce d'euro, bien là c'est un petit peu plus compliqué. Dans ce cas, bien il faut regarder sur le revers, et la plupart du temps sur le revers vous allez avoir la valeur faciale, et donc ici c'est le revers et ici bien c'est l'avers. Globalement c'est comme ça que ça se passe. Après, si on prend bien d'autres monnaies qui vont être un petit peu plus récentes entre guillemets que des monnaies romaines, vous allez avoir par exemple les monnaies royales. Ici c'est un écu de Louis XV, et bien sur l'avers vous pouvez voir le portrait de Louis XV, et sur le revers vous pouvez voir une couronne avec la date, etc. Donc voilà, globalement pour différencier un avers d'un revers, c'est comme ça que ça se passe. Après je le répète, mais évidemment il y a parfois des exceptions. Un autre aspect de la monnaie qui est très important, ça va être la tranche. La tranche, bien c'est tout simplement le côté de la monnaie. C'est ceci en fait. Il n'y a pas plus de choses à dire que ça à ce sujet. Parfois on peut avoir des gravures comme par exemple sur les francs notamment c'est sur les 20 francs or où on va avoir par exemple bien soit une devise, soit la phrase Dieu protège la France, etc. Ou après on peut avoir également des symboles. Un autre aspect de la monnaie qui est très important, bien c'est la patine. Alors la patine, c'est tout simplement l'oxydation de la pièce de monnaie. On a tous déjà eu dans les mains une pièce de monnaie qui était neuve, par exemple une pièce d'euro qui est toute brillante, etc. Et bien cette monnaie, au fur et à mesure des mois qu'elle passe dans la circulation, bien elle va s'oxyder, soit avec le contact de la peau, soit avec les saletés, etc. Et donc au fur et à mesure, bien elle va devenir mate et elle ne sera plus brillante. Et c'est ce que l'on appelle la patine. Alors honnêtement, la patine sur les monnaies d'euros, c'est pas très intéressant, enfin du moins c'est mon avis. Mais par contre, sur les monnaies romaines, sur les monnaies royales, enfin bref, les monnaies anciennes de manière générale, bien c'est beaucoup plus important et ça fait toute la valeur et surtout toute l'authenticité de la monnaie. Attention, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de patine que cette monnaie n'est pas authentique, mais disons que ça ajoute un petit côté plus ancien à la monnaie et c'est quelque chose que les collectionneurs adorent. Et lorsque vous enlevez ça, bien une pièce de monnaie, ça enlève malheureusement pas mal de valeur, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne faut surtout pas nettoyer vos monnaies. Mais bref, voilà, ça c'est pour la patine, c'est juste l'oxydation pour la pièce de monnaie, et sachez que ce n'est pas propre aux monnaies. Vous en avez aussi, bien par exemple sur les meubles, on entend souvent que ce meuble a par exemple une belle patine. On peut également voir ça sur des statues. L'exemple le plus courant, bien c'est la statue de la liberté. Normalement cette statue, bien elle est cuivrée, et lorsque vous la regardez, elle va avoir un aspect verdâtre. Bien c'est tout simplement dû à l'oxydation qui s'est déposée dessus au fur et à mesure des années, et donc ça a patiné la statue de la liberté. Mais bref, si on continue sur la description de la monnaie, bien vous allez avoir dessus ce que l'on appelle les légendes. Alors les légendes, bien c'est tout simplement les mots qui sont inscrits sur la monnaie. Par exemple ici, bien vous pouvez lire Antoninus Pius, bien ça veut dire Antonin le Pieux, et c'est le nom de l'empereur. Après dans la légende, il va y avoir d'autres éléments comme la date, la lettre d'atelier, etc. D'ailleurs pour la date, un autre terme que l'on utilise, c'est le terme millésime. C'est un petit peu comme pour le vin ou pour le champagne. Et aussi pour la lettre d'atelier. Alors cette lettre, elle désigne bien l'atelier monétaire dans lequel la monnaie a été frappée, et donc l'atelier monétaire, bien c'est le lieu de frappe, tout simplement le lieu de fabrication de la monnaie. Mais ça j'y reviens juste après. Si on continue encore sur le détail de la monnaie et sur le vocabulaire qu'il y a sur les monnaies, il va y avoir ce que l'on appelle les grenetis, qui sont des points qui se trouvent autour de la monnaie. Alors voici un exemple. Et enfin pour terminer avec les détails sur les monnaies, également on entend très souvent le terme graffiti. Alors c'est un terme que je n'utilise personnellement jamais, mais parfois on peut le voir dans la description des monnaies. Les graffitis en fait ça désigne juste des traces qui sont sur les monnaies, mais qui sont faites de manière volontaire. Par exemple on peut avoir des croix de temps en temps, on peut avoir des petites marques, etc. Et c'est juste des gens qui s'amusaient à les rayer. Après il ne me semble pas que ça avait des intérêts, ce n'était pas pour vérifier si la monnaie était fourrée ou non, ou par exemple pour la démonétiser. Là c'était juste pour s'amuser et pour faire une trace sur la monnaie. Maintenant si on s'intéresse à la fabrication des monnaies, comme je vous l'ai dit, bien ça se passe dans les ateliers monétaires. Donc ce sont des ateliers, des sortes
d'usine entre guillemets de fabrication de monnaie, et dedans il va y avoir un processus que l'on appelle la frappe. Et la frappe, eh bien comme son nom l'indique, eh bien on vient frapper une pièce de monnaie. Alors au début, une pièce de monnaie ne s'appelle pas une monnaie, mais ça s'appelle un flanc. En fait, un flanc, eh bien c'est juste un disque de métal. Or ça va être du cuivre, de l'argent, de l'or, etc. Mais ça va être une monnaie qui va être juste vierge, sur lequel on n'a rien frappé et sur lequel il n'y a aucun dessin. Et donc ce flanc, on va venir le mettre entre deux coins qui sont des cylindres de métal. Alors en fait, ces cylindres, ils vont porter la marque de la monnaie, donc les gravures ou par exemple la tête de l'empereur, les allégories, etc. Et donc après, une fois que le flanc se retrouve entre les deux coins, on a une personne qui va venir mettre un gros coup de marteau sur le flanc supérieur, et donc ça va imprimer entre guillemets la monnaie. Et donc c'est comme ça que se fait le processus de frappe, et donc évidemment on vient frapper la monnaie au sens propre. Et donc justement pour savoir dans quel atelier étaient frappées les monnaies, on va avoir ce que l'on appelle les lettres d'atelier qui vont apparaître sur les monnaies. Par exemple, on va avoir A pour Paris, BB pour Strasbourg, MA pour Marseille, etc. Et donc ici, voici un exemple. Sur cette monnaie, on peut lire la lettre D, et bien ça veut dire que cette monnaie a été frappée à Lyon. Mais bref, voilà globalement pour les ateliers et pour le vocabulaire surtout de la frappe des monnaies. Mais justement, si on continue sur la frappe des monnaies, sachez qu'il va y avoir deux frappes différentes. On va avoir la frappe médaille et la frappe monnaie. Alors j'en ai déjà parlé plein de fois sur cette chaîne YouTube, mais je vais faire un petit rappel. La frappe médaille, c'est lorsque l'avers et le revers sont dans le même sens, et donc qu'ils sont à 0 degré l'un de l'autre. Ça veut dire que si vous tournez votre monnaie sur un axe horizontal, eh bien les deux faces seront dans le même sens. Par contre, lorsque vous avez une frappe monnaie, eh bien l'avers et le revers seront dans des sens opposés, et donc ils seront sur un axe de 180 degrés. Ça veut dire que si vous tournez votre monnaie de manière horizontale, eh bien les deux faces seront inversées. Donc voilà, normalement avec les vidéos vous aurez compris, et sinon pour retenir eh bien frappe médaille et frappe monnaie, imaginez qu'en face de vous, vous avez une personne qui porte une médaille, et bien si vous souhaitez regarder les deux côtés de cette médaille, vous n'allez pas la faire tourner de haut en bas, mais vous allez la faire basculer de gauche à droite. Après pour le vocabulaire un petit peu plus divers que l'on peut entendre, on va avoir le relief. En fait c'est juste la différence de hauteur entre le sommet de la monnaie, le sommet si on peut appeler ça comme ça, et le champ de la monnaie. Et au passage, le champ de la monnaie, c'est le fond qui n'est pas gravé, qui n'a pas d'empreinte et donc qui est encore vierge. Et par exemple, sur une monnaie grecque, on va avoir un très gros relief, comme vous pouvez le voir juste ici, tandis que sur une pièce d'euro, eh bien on n'a quasiment pas de relief. À côté de ça, on va avoir un autre terme qui est le type. En fait, le type, ça désigne juste une certaine pièce de monnaie qui va avoir certaines caractéristiques. On va prendre un exemple, pour les monnaies romaines, on va avoir un type qui est appelé le denier. Et donc le denier, eh bien c'est tout simplement une monnaie en argent qui fait entre 18 et 19 mm de diamètre et qui fait, on va dire, entre 2,8 et 3,5 grammes. Ça, ce sont toutes les caractéristiques et donc ça correspond à un denier. Ça, c'était globalement pour le vocabulaire à connaître. Évidemment, il y a encore plein d'autres termes à connaître. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Mais globalement, on va dire qu'ici, c'était les bases du vocabulaire. Maintenant, si on continue un petit peu, on va s'intéresser aux catégories de monnaie. Et donc, sachez qu'il y a des catégories de absolument toutes les monnaies existantes au monde. Alors, on va avoir des catégories de chaque pays et surtout de toutes les époques possibles. On va avoir déjà, par exemple, les monnaies antiques, avec notamment les monnaies grecques, romaines et gauloises. Après, on va avoir les monnaies du Moyen-Âge, avec tout ce qui va être monnaie royale française et étrangère, les monnaies féodales, etc. Et après, on va avoir les monnaies un petit peu plus récentes, avec par exemple les dollars, les won, les livres, les couronnes, etc. On va avoir aussi au niveau de la France, les francs et les euros. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a des monnaies pour absolument tous les pays et surtout pour toutes les époques. Voilà, ça après, ce sont pour les catégories. Évidemment, je ne les ai pas toutes citées, je ne peux pas toutes les citer non plus, mais donc je comprenais juste qu'il y a vraiment toutes les catégories possibles. Un autre aspect très important de la numismatique, ça va être l'état de conservation des monnaies. Alors il y a énormément d'états différents et surtout sachez que les états et on va dire l'échelle des états varient d'un pays à l'autre. Par exemple en France on va avoir une certaine échelle des états, tandis qu'en Allemagne ils vont en avoir une autre, aux États-Unis ils vont en avoir une autre, etc. Et c'est parfois assez compliqué de s'y retrouver. Alors sachez qu'en France, alors je vais quand même simplifier, mais donc parmi les principaux états vous allez avoir tout ce qui va être AB, après vous allez avoir B, TB, TTB, SUP ou Superbe, SPL et FDC. FDC évidemment étant le plus haut, AB étant le plus bas. Après, entre chaque palier, il va y avoir par exemple, pour le palier TTB, on va avoir TTB- ou TTB+. Ici, ça a un certain intérêt lorsque vous avez une monnaie qui n'est par exemple pas assez belle pour être en état superbe, mais qui est trop belle pour être en état TTB. Et dans ce cas-là, selon la monnaie, soit on met TTB+, soit on met superbe-. Honnêtement, c'est un truc qui m'arrive quand même assez fréquemment, et donc on est obligé d'avoir des intercrans, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça c'est globalement pour la France, même si certains numismates utilisent d'autres échelles. Par exemple on va avoir l'échelle de Sheldon, mais ça j'y reviens juste après, et cette échelle est notée de 1 à 70, et donc évidemment si votre monnaie est notée à 70, ça veut dire qu'elle est neuve, tandis que si elle est notée à 1, eh bien ça veut dire qu'elle est dans un état qui est vraiment très compliqué. Mais bref, ça j'y reviens juste après. Concernant les autres échelles, comme je vous l'ai dit, donc on a l'échelle de Sheldon, notamment aux États-Unis. Après on va avoir une autre échelle en Allemagne, où ici ils vont utiliser des termes un petit peu différents. On va avoir par exemple les termes S
S ou encore SS. Et donc S correspond à Sean, qui veut dire beau, et SS correspond à sehr schön, qui veut dire très beau. Sauf que le très beau, pour eux, ne correspond pas forcément à un TB pour nous. Et c'est là où ça devient compliqué. Donc, je vous mettrai quand même un tableau ainsi qu'un lien dans la description pour vous aider. Et donc ça vous montrera un comparatif des différents états en fonction des pays. Voilà, c'est assez compliqué de s'y retrouver, mais petit à petit, on y arrive. Mais maintenant, passons à autre chose de très connu dans la numismatique, c'est le grading. Alors le grading, eh bien c'est tout simplement le fait de grader une pièce de monnaie. Donc ça veut dire que vous allez la faire authentifier et surtout, eh bien, on va avoir donc des experts qui vont mettre une note sur cette monnaie. Alors globalement, il existe deux principales entreprises dans le monde qui font ça. On a NGC et PCGS. Et donc NGC vont plus être pour les monnaies antiques, tandis que PCGS vont plus être sur les monnaies récentes. Récentes, je m'entends là-dessus, hein, c'est, on va dire, globalement après 1500, après Jésus-Christ. Après PCGS, eh bien ça va être avant 1500. Globalement, c'est à peu près ça, même si parfois il arrive que PCGS fasse des monnaies un petit peu plus vieilles et que NGC fasse des monnaies un petit peu plus récentes. Mais bref, vous avez compris l'idée. L'avantage de ça, eh bien c'est qu'après, vous n'avez aucun doute évidemment sur l'authentification de votre monnaie, et surtout, ça protège également votre monnaie, puisqu'après elle va se retrouver dans une capsule qui est scellée, et donc ça vous permet déjà de bien la conserver, et également ça vous permet d'avoir un suivi. En fait, dessus il va y avoir un code, et avec ce code, eh bien vous pourrez retrouver votre monnaie directement et savoir si vous avez la bonne monnaie ou non. Et pareil, si jamais vous vous faites voler votre monnaie, eh bien vous pourrez, à moins que la personne ne la sorte de son scellé, eh bien vous pourrez la retrouver si par exemple cette personne revend la monnaie. Donc voilà, ça a quand même différents avantages. Après, honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut faire sur les monnaies qui vont avoir de la valeur, donc toutes les monnaies qui vont coûter plusieurs milliers d'euros par exemple, mais par contre sur des monnaies qui vont coûter 10, 20, 30 euros, voire même 100 euros, honnêtement, ça n'en vaut pas le coup. Ça après, c'était pour le grading. J'en parle quand même plus en détail dans cette vidéo, donc si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mais bref, maintenant que l'on a parlé du grading, parlons un petit peu de l'échelle de Sheldon. Alors l'échelle de Sheldon, déjà sachez qu'il va y en avoir deux. On va avoir d'abord l'échelle pour la rareté et ensuite l'échelle pour l'état. Alors l'échelle pour la rareté, eh bien c'est une échelle qui est gradée de R1 à R8. Plus votre monnaie est gradée haut dans les échelons, et plus elle va être rare. Déjà sachez qu'une monnaie qui va être gradée en R1, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir globalement plus de 10 000 exemplaires. Après c'est dur de trouver la fourchette entre 10 000 et combien, eh bien c'est noté, mais globalement je pense qu'on peut estimer entre 10 000 et 20 000 exemplaires dans le monde. Bon, je ne vais pas citer tous les échelons, donc les voici tous à l'écran. Sachez juste que l'échelon le plus haut, comme je vous l'ai dit, c'est R8, et donc ça correspond à une rareté de 1 à 3 exemplaires dans le monde. Mais donc ça c'était pour l'échelle de Sheldon de la rareté. Maintenant on va parler de l'échelle de Sheldon pour l'état. Alors une nouvelle fois, cette échelle est gradée de 1 à 70, et donc c'est une échelle qui va être vraiment très précise en termes d'état. Alors je vous mettrai à l'écran quand même différents paliers qui existent, où vous pourrez voir les différents états, les différents détails à observer, etc. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très précis. Et honnêtement, je considère que c'est l'échelle la plus précise, mais en même temps, c'est l'échelle la plus compliquée à utiliser puisque c'est celle qui a le plus d'informations. Enfin, du moins, c'est mon avis sur la question. À côté de ça, on va avoir l'échelle entre guillemets française pour les états, et donc celle-ci est quand même très simplifiée et beaucoup plus simple d'utilisation. Mais donc voilà pour les bases de la numismatique. Alors je n'ai pas abordé tous les sujets parce que je considère que la vidéo va être trop longue sinon, et surtout, eh bien, je souhaitais que ça reste relativement simple. Donc voilà, j'ai abordé quand même la plupart des bases qui existent. Évidemment, j'ai oublié différents détails. Si jamais vous souhaitez les rajouter dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais donc voilà, globalement, si jamais vous avez tout retenu, vous aurez déjà de bonnes bases pour la numismatique. Mais donc, si jamais vous souhaitez commencer une collection ou continuer une collection de monnaies, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empire-des-monnaies.fr. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles. Vous avez des romaines, des grecques, des féodales, des royales, etc. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien sous la vidéo. À côté de ça, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Moi, ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Et enfin, si vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup, et puis marquez numismatique dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!